Bonjour, bonsoir à vous tous et toutes. Merci d'être avec nous pour ce troisième webinaire de notre nouveau cycle, Les grands rendez-vous de la francophonie scientifique dans les Amériques. Je m'appelle Linda Cardinal, je suis la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie à Montréal. C'est un grand plaisir de vous accueillir à notre activité. L'objectif de nos webinaires est de contribuer à valoriser les savoirs produits au sein de la francophonie scientifique dans les Amériques. Nous voulons créer un espace de dialogue au sein des Amériques sur les avancées, les enjeux de la recherche en français sur notre territoire, mais aussi nous voulons faire connaître la francophonie scientifique dans les Amériques à l'ensemble de la francophonie internationale. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter l'objectif du webinaire d'aujourd'hui sur les fondamentaux de la recherche appliquée, ainsi que nos deux conférencières. Alors, tel qu'annoncé dans notre site Internet, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui est de démystifier la recherche appliquée et plus particulièrement la recherche qui a pour ambition de mieux comprendre les innovations sociales. La présentation d'aujourd'hui est une suite logique de nos premiers webinaires sur la co-construction des savoirs, parce que la recherche appliquée vient aussi mobiliser des savoirs pour faire avancer les pratiques dans de nombreux domaines, tant la santé, l'ingénierie, le service social que le développement économique. Alors, le webinaire d'aujourd'hui permet aussi de mettre en valeur la recherche appliquée réalisée dans un collège par rapport à l'université, soit le Collège des arts appliqués, la Cité collégiale à Ottawa, au Canada. Nos deux conférencières, Nathalie Méthode et Karine Sauvé, sont toutes les deux du Bureau de la recherche et de l'innovation à la Cité. Alors, Madame Nathalie Méthode est directrice du Bureau de la recherche et de l'innovation au Collège de la Cité. Elle est détentrice d'un diplôme de doctorat en biochimie de l'Université d'Ottawa. Elle a d'abord enseigné pendant 14 ans dans le programme de baccalauréat en biotechnologie à la Cité, un programme qu'elle a contribué à développer, pour ensuite se consacrer depuis 2008 au développement de la recherche appliquée. Depuis 2014, elle est directrice responsable du Bureau de la recherche et de l'innovation et se consacre au développement de la capacité de recherche en bio-innovation, en prototypage intelligent, en innovation sociale et en transformation alimentaire. Elle est responsable de toutes les activités de recherche qui se déroulent à la Cité, incluant la gestion des fonds de recherche et la conduite de recherche responsable dans son ensemble. Son travail en recherche appliquée a été récompensé par l'obtention du prix du mérite collégial à la Cité et par la médaille d'argent au prix d'excellence du World Federation of Colleges and Polytechnics. Madame Méthode fait partie du comité d'évaluation des subventions de programmes innovation dans les collèges et la communauté du Conseil de recherche scientifique national d'ingénierie du Canada et elle est présidente du conseil d'administration du réseau Tech Accès Canada. Merci à vous, Madame Méthode, de vous être libérée pour cet exercice. Madame Karine Sauvé, pour sa part, est chercheuse en innovation sociale au Bureau de la recherche de l'innovation au Collège de la Cité. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais et complète actuellement un doctorat interdisciplinaire en psychologie, concentration en études familiales, volet recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis le mois d'août de 2020, elle est chercheuse en innovation sociale au Bureau de la recherche et de l'innovation de la Cité. Elle est aussi consultante de recherche en sciences humaines, sociales et santé au CNFS, qui est le Consortium national de formation en santé à la Cité. Elle siège également au comité éthique de la recherche de la Cité à titre de membre suppléante. En plus d'avoir été impliquée dans divers projets de recherche, elle cumule plusieurs années d'expérience comme intervenante psychosociale, psychoéducatrice et comme chargée de cours à l'Université du Québec en Outaouais dans les départements de psychoéducation et de psychologie ainsi qu'en sciences infirmières. Alors, merci, Madame Karine Sauvé. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation à présenter ces éléments fondamentaux de la recherche appliquée en innovation sociale. Une fois la présentation terminée, j'invite le public et même pendant la présentation, ne pas hésiter à utiliser la boîte de discussion pour commenter la présentation au fur et à mesure et pour poser des questions que nous allons ensuite pouvoir relayer aux deux conférencières à la fin de la présentation.
Alors, Madame Méthode, Madame Sauvé, la parole est à vous. Je vous souhaite tous à toutes un très bon webinaire. Merci. Un gros merci, Linda, pour cette belle introduction et pour l'invitation. C'est pour Karine et moi une super belle opportunité de venir rencontrer de façon virtuelle nos collègues de la francophonie mondiale, qu'on peut dire. Alors, on est très heureuse d'être ici et je vous remercie encore une fois. Donc, je vais commencer la présentation, puis Karine va prendre la relève vers le milieu. Alors, on y va. Avec la présentation, en fait, s'adresse à toute personne qui désire en apprendre un peu plus sur les collèges canadiens et la cité. Qu'est-ce que la recherche? On va voir des exemples de recherche et des types de recherche. Ensuite, on va parler de la recherche appliquée dans les collèges canadiens, un bref historique et un cadre conceptuel. Et à la fin, on va vous présenter des ressources en français gratuites disponibles en ligne qui pourront vous aider dans votre cheminement, peu importe si vous êtes étudiant, professeur, si vous vous initiez à la recherche, ces ressources-là vont vous être sûrement utiles. Donc, on commence par parler un petit peu des collèges au Canada. Ce que je vous montre à l'écran, c'est une carte du Canada avec 135 collèges qui sont répartis un peu partout, comme vous pouvez voir, autant dans les grands centres que dans les milieux plus ruraux. Et on dit que 95% de la population canadienne est située à moins de 50 km d'un collège. Alors, les collèges au Canada sont vus comme des carrefours communautaires où on développe la prochaine génération de travailleurs dans des milieux professionnels et qui sont en collaboration aussi avec les entreprises locales, les organismes communautaires et la collectivité pour le développement de leurs compétences. Donc, les collèges offrent essentiellement des formations techniques, plus souvent des formations qui vont mener à l'emploi, aussi des formations préuniversitaires, et quelques collèges au Canada offrent des baccalauréats. Quelques mots sur le Collège La Cité. C'est un collège qui a été fondé il y a 30 ans, situé à Ottawa, la capitale canadienne, offre 140 programmes d'études en français, dont un baccalauréat en biotechnologie. Nous avons environ 5 500 étudiants et environ 30% de ceux-ci proviennent de l'international. Donc, la première partie du webinaire, on va se pencher sur des définitions de la recherche et des types de recherche et des exemples. Alors, on commence. La première définition que je vous présente, c'est la définition de la recherche avec un grand R, si on veut, qui est tirée de l'énoncé de politique commun des organismes subventionnaires fédéraux à l'égard de l'éthique de la recherche avec les êtres humains. Donc, la recherche est une démarche visant le développement, on va revenir à la précédente, visant le développement des connaissances. La précédente, s'il vous plaît. Oui, démarche visant le développement des connaissances au moyen d'une étude structurée ou d'une investigation systématique. Donc, ça, c'est la définition de base de la recherche. On va spécifier un peu la recherche fondamentale. Donc, c'est la recherche qui se déroule habituellement davantage dans les universités et qui vise le développement des connaissances théoriques dans un champ ou dans une discipline. La recherche appliquée, pour sa part, vise le développement et l'application des connaissances théoriques pour résoudre des problèmes pratiques parfois complexes. Donc, quelques exemples: développement d'un prototype, d'un outil, d'un vaccin, d'une méthode d'enseignement, d'un traitement, d'une réponse à une problématique sociale ou humaine, d'un impact environnemental. Donc, la recherche appliquée va viser résoudre des problèmes à plus court terme et des problèmes définis dans un contexte particulier. C'est important de prendre un moment pour réaliser l'importance de la recherche fondamentale et également de la recherche appliquée, parce que j'imagine que vous avez à portée de main un téléphone intelligent et on dit que ceux-ci sont le résultat de recherches de 15 lauréats de prix Nobel, donc qui proviennent de la recherche fondamentale, mais également d'un nombre d'inventions
d'innovations sont apparues, qui ont fait suite à cette recherche fondamentale-là. Donc, vraiment, il faut réaliser l'importance des deux types de recherche. Si on regarde le processus de la recherche fondamentale, alors les étapes pour celle-ci, on part d'un problème, d'une question, d'une hypothèse, des objectifs à atteindre et on fait un état des connaissances qui nous permet d'élaborer l'activité de la recherche et le choix de la méthode. Ensuite, on procède à une collecte de données, l'analyse des données et des résultats. Et ce qui est important de dire dans le processus de recherche fondamentale, c'est qu'à la fin du processus, les résultats de la recherche seront diffusés, car l'objectif, c'est de faire accroître la connaissance, c'est d'enrichir ce qu'on comprend du monde, et c'est d'où l'importance de partager ces résultats-là. Maintenant, si on regarde les types de recherche appliquées, on les sépare en deux. D'abord, les innovations technologiques qui sont davantage dans le domaine des sciences naturelles et du génie, et également dans le domaine de l'innovation sociale, qui est un peu le sujet de prédilection aujourd'hui. Et l'innovation sociale est plutôt centrée sur les sciences humaines et sociales, donc autant dans le monde de l'éducation, intervention sociale, services juridiques, que les sciences de la santé dans les soins infirmiers et la physiothérapie. Alors, un peu comme on l'a fait avec la recherche fondamentale, la recherche appliquée technologique va avoir différentes étapes qui peuvent être similaires, mais quand même des différences. Donc, on part encore avec un problème à résoudre. On va se questionner sur l'état des connaissances. On va élaborer un concept. Mais cette fois-ci, au lieu de procéder à une collecte de données, on va développer un prototype qu'on va vouloir tester et valider, et ce qui va nous amener à la fin à la création d'un produit ou d'un procédé. Et les résultats sont diffusés par la production de ce produit ou ce procédé qui est mis en application. Alors, si on regarde des exemples de produits qui sont développés dans le contexte de la recherche appliquée, je me base sur des projets qu'on a réalisés à la Cité dans 3 domaines d'expertise différents. Donc, à gauche, un mélange de farine, tout simplement pour mettre sur le marché ou valoriser certains grains ou certaines farines à base de grains anciens avec des propriétés nutritives améliorées. Ce mélange de farine-là s'est retrouvé dans les supermarchés au Canada. Celui du milieu, c'est le développement d'une crème hydratante à base d'extrait de canneberge qui vise à produire une crème qui a des propriétés antioxydantes. Et à droite, c'est le développement de drones intelligents. Donc, c'est des drones qui vont pouvoir inspecter des sites industriels et prendre des photos et faire ça de façon autonome. Donc, vous avez 3 exemples de produits qui sont issus de la recherche appliquée et qui viennent enrichir la société d'une façon ou d'une autre. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Karine qui va vous entretenir sur l'innovation sociale. Bien, merci Nathalie. Donc, maintenant qu'on a parlé d'innovation technologique, parlons maintenant d'innovation dite sociale. Mais qu'est-ce que c'est cette innovation sociale-là? Donc, on vous propose ici 2 définitions, une plus courte que l'autre. Donc, la première est le processus mis en place dans le but de changer les pratiques habituelles afin de répondre à une situation sociale jugée comme étant insatisfaisante à un moment donné, dans un lieu donné. La deuxième, un peu plus longue, va dire que c'est une nouvelle idée, une approche, une intervention, ou bien encore un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle loi, un nouveau type d'organisation qui répond plus adéquatement ou plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini. Il y a une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour un certain groupe d'individus. La portée d'une innovation sociale est transformatrice et systémique. Donc, elle fait appel à tous les systèmes entourant une donnée ou une problématique. Donc, elle constitue dans sa créativité inhérente une rupture avec l'existant.
Donc, dans le processus, sachant tout ça, on va se pencher davantage sur les différentes étapes de la recherche appliquée en innovation sociale. Donc, comme on a mentionné, tout d'abord, il y a un problème, il y a une question à résoudre. De là, on va aller voir l'état des connaissances, on va aller voir s'il y a lieu de faire une cueillette de données ou encore d'utiliser des données existantes. On pourra par la suite poursuivre avec l'élaboration ou l'émergence d'une approche et par la suite venir la valider comme telle pour en cueillir les résultats. Donc, encore une fois, à la fin, on va viser à diffuser les résultats parce qu'on souhaite à innover, donc à faire profiter de tout ce processus-là. Donc, on dira qu'elle est appliquée parce qu'elle amène à une application concrète et on remarque quand même des similitudes avec la recherche dite fondamentale. Quand on parle de recherche fondamentale appliquée en innovation sociale, des fois, la ligne peut être mince à savoir si c'est vraiment un projet de recherche ou une activité autre. Donc, en voici quelques questions qu'on pourrait amener à se poser. Donc, on pourrait se dire, est-ce que l'activité vise le développement des connaissances dans un champ ou une discipline? Est-ce qu'elle vise le développement d'une application pratique? Est-ce qu'elle implique une collecte de données? Est-ce qu'on pourrait résoudre un problème ou répondre à une question par ce processus-là, ce projet-là? Est-ce qu'elle vise une initiation ou une ou des méthodes de recherche? Donc, si vous avez répondu oui à une de ces questions, c'est possiblement un projet de recherche. Si toutefois vous avez répondu non à toutes ces questions, c'est probablement pas de la recherche. Mais dans tous les cas, on invite les gens, en cas de doute, de consulter. Et qui consulter? Bien, il y a des collègues, des gens ferrés en recherche qui peuvent nous aiguiller certainement. Et rien de mieux que d'échanger avec des collègues pour favoriser l'émergence de nouvelles idées. Et aussi, c'est possible pour les gens, c'est de s'adresser à un membre d'un comité éthique à la recherche avec les êtres humains pour venir à nous aider à réfléchir à voix haute. Peut-être avec cette personne-là, on pourrait voir les points de vigilance, voir à nous aiguiller dans ce processus de recherche-là. Donc, ce qui est important de savoir si c'est une activité de recherche ou pas, c'est qu'étant donné que si c'est un projet de recherche, on va chercher à recruter des participants humains et de là, on va devoir obtenir l'approbation d'un comité éthique de la recherche avec les êtres humains avant d'amorcer le tout. Donc, maintenant, on avait envie de vous soumettre un peu à une épreuve de connaissances. Donc, on va vous inviter à un petit quiz dans quelques instants et pour vérifier, savoir si est-ce que c'est de la recherche ou pas. Donc, sachant par exemple que l'assurance qualité est un processus qui vise à assurer la qualité des services offerts et qui utilise des processus similaires à la recherche. Donc, on vous questionne à savoir si, selon vous, c'est de la recherche. Donc, on va vous lancer un petit quiz que vous allez avoir quelques instants pour répondre, à savoir si c'est oui, non ou incertain selon vous. On vous laisse le temps d'y répondre. On est rendu à 40 % des gens qui ont voté. Bien, merci de votre participation. On achève. 64 % des gens ont participé. 72. Il reste 36 secondes. 36 secondes. Un peu d'interaction dans ce monde virtuel. Toujours présent. Alors, on va mettre fin. Non, il y a 73 % maintenant des gens qui ont participé. 76. Presque tout le monde a voté. Super. Merci. On va mettre fin au sondage. Et on peut partager les résultats. Donc, on a 35 % des participants qui disent que oui, c'est de la recherche. À 45 % on va dire non. Et on a quand même un 20 % qui est incertain. Donc, merci. En fait, c'est bien ça, c'est dans le sens que si les résultats ne mènent pas à une interprétation de données et à une diffusion des connaissances, alors ça ne restera pas de la recherche. Par contre, si on vise à dégager des principes ou des connaissances nouvelles, alors peut-être que oui, d'où l'importance de consulter. Donc, comme par exemple, on pourrait dire, si un questionnaire de satisfaction administré à des étudiants sur l'enseignement dispensé et qu'on veut s'assurer de la qualité de l'enseignement en tant que tel, on va parler d'assurance qualité en quelque sorte. Donc, les résultats du sondage sont remis au professeur qui va procéder qui ne procédera pas, dans le fond, à une interprétation des données comme telle parce qu'il veut viser à savoir si son cours a été jugé comme satisfaisant. Par contre, si on vise à améliorer la qualité
des services ou d'en dégager des principes ou des connaissances, voir quels sont les éléments à bonifier, par exemple, mais ça peut être de la recherche. Donc, comme je mentionnais, en cas de doute, on va consulter et on va réfléchir avec quelqu'un. Deuxième question maintenant, pour toujours mettre à l'épreuve vos connaissances, mais cette fois-ci concernant les sondages. Donc, on peut lancer le deuxième quiz. Donc, selon vous, est-ce que les sondages sont de la recherche? Oui, non, incertain. Alors déjà, 50% des gens qui ont voté, je pense que c'est une question pour des points bonis. Tout à fait. Les gens sont échauffés maintenant. 76% des gens ont voté, 80, 84. « 88. Presque tout le monde a voté. Bon, on peut arrêter, on peut mettre fin au sondage, montrer les résultats. Donc, on dira qu'à 61% des participants croient que oui, à 22% ils diront que non, alors que 17% sont incertains. Mais merci encore une fois de votre participation. Dans le fond, il y a ça dépend toujours des sondages, de l'objectif visé. Est-ce qu'on revient avec la notion de base? Est-ce qu'elle vise le développement des connaissances? Si c'est non, à ce moment-là, ce n'est pas de la recherche, alors que si c'est oui, évidemment que ça en sera. En guise d'exemple, par exemple, un sondage sur les intentions de vote, savoir si un parti politique, là, par exemple, pourrait appeler simplement pour savoir si les gens vont les soutenir aux prochaines élections. Donc, leur objectif, c'est de déterminer leur chance de succès, n'est pas de développer des connaissances. À ce moment-là, ce n'est pas de la recherche. Par contre, si on pose des questions sur le statut social, l'âge, le niveau de revenu, peut-être qu'on veut tirer des conclusions, par exemple, comme les femmes de 30 ans et plus qui soutiennent davantage un parti. Donc, dans ce cas-là, ça peut être de la recherche et quand on s'inscrit dans une démarche de recherche, à ce moment-là, il faut demander le consentement et c'est la chose importante à retenir de ça. Donc, la démarche journalistique, ça vise la production d'une information de type général. Hein. On utilise les étapes similaires à de la recherche pour des fins d'information de grand public, hein, comme quand on publie des histoires à grand succès. Mais est-ce que c'est de la recherche? Donc, on vous lance une dernière question à poser, à savoir si c'est de la recherche. Bon, là aussi, on répond assez rapidement à la question. L'expérience se gagne, c'est bon. C'est la dernière. « 70% des gens ont voté. 73. « 80%. Bon, je pense qu'on peut mettre fin au sondage et présenter les résultats. Alors, on est à 38% que c'est la recherche, à 52% non et à 10% incertain. Merci. Donc, en fait, la démarche journalistique, n'est pas de la recherche. Elle vise à informer, elle ne vise pas le développement des connaissances comme telles. Donc, on revient vraiment à l'essentiel de ce qui est une démarche de recherche, soit à viser à développer des connaissances sur un sujet ou un phénomène donné. Je passe maintenant la parole à Nathalie. Merci beaucoup, Karine. Merci tout le monde pour votre participation au quiz. Donc, dans la prochaine partie du webinaire, on va voir un petit peu l'historique de la recherche dans les collèges canadiens, puis je vais vous présenter un cadre conceptuel qui s'applique à toute situation de développement de capacité de recherche. Alors, le mandat des collèges canadiens démarre dans les années 1960, lorsqu'ils ont été créés. Mais au départ, il n'y avait pas de mandat de recherche. À l'époque, la recherche était exclusive aux universités. Mais au fil des ans, les collèges canadiens ont hérité ou ont ajouté à leur mandat celui de la recherche au Québec vers la fin des années 70, en Ontario plus au début des années 2000, puis à l'heure actuelle, dans toutes les provinces canadiennes, dans tous les territoires, il se fait de la recherche au niveau collégial. Pourquoi?
parce qu'on reconnaît le rôle des collèges dans le développement économique, mais socio-économique et l'innovation de toutes les régions au Canada, parce que les collèges, on l'a vu tantôt, sont positionnés partout, sont près de leur communauté, ils développent la prochaine génération de travailleurs qualifiés dans divers domaines. C'est des hubs d'innovation. On y retrouve du personnel, les professeurs, les membres du personnel qui ont des expertises développées, des équipements également. Donc, c'est pour toutes ces raisons que les collèges sont maintenant très, très impliqués dans l'innovation canadienne. Les prochaines diapos, j'aimerais vous présenter rapidement un cadre conceptuel pour la recherche dans les collèges canadiens c'est un article qui a été publié en 2010, mais qui est encore très pertinent. Roger Fisher était à l'époque conseiller pédagogique dans un collège au Canada et à l'époque, il a fait des constats. Il constatait que la croissance de la capacité en recherche se produisait sans structure ni coordination, qu'il existait des différences entre les provinces, notamment au niveau des conventions collectives du personnel, le financement, qu'il n'y avait aucune tradition de recherche, ni structure, ni vision stratégique qui favorisait le développement d'une culture de recherche nationale. Et c'est pour ça qu'il a proposé un cadre conceptuel qui se décline en 6 thèmes, mais je ne vous les présenterai pas tous parce qu'on n'a pas le temps, mais si jamais ça vous intéresse, la référence sera à la fin. Donc, le premier constat ou le premier point, c'est quelles sont les visées, les buts de la recherche au collégial. Donc, selon M. Fisher, c'est pour enrichir l'apprentissage et la qualité de la formation, puisque les étudiants peuvent apprendre. Donc, c'est l'apprentissage expérientiel par leur participation à des projets de recherche qui leur permet de se développer en ce qu'on appelle le personnel hautement qualifié. De plus, ça maintient les professeurs engagés et à la fine pointe de leur champ d'expertise, puisqu'ils créent des liens avec la communauté. Donc, ça, en travaillant avec les organismes communautaires ou les entreprises privées, ils peuvent à ce moment-là se maintenir à jour. Et ça contribue à la qualité de vie de la collectivité, puisque l'implication du collège dans cette collectivité-là permet d'enrichir les activités économiques et sociales. La prochaine diapo, je vous présente un peu, je fais un aparté pour vous expliquer un peu, nous, comment à la Cité, on explique les visées, les buts de la recherche. Donc, oui, enrichir le développement des compétences des étudiants du personnel. Pour nous, c'est super important, justement parce que nos programmes académiques sont développés selon des compétences à développer et les projets de recherche permettent de développer plusieurs de celles-ci, comme la capacité entrepreneuriale, le travail d'équipe, la collaboration, des compétences qui sont très importantes pour le marché du travail. Le deuxième objectif, c'est d'appuyer les entreprises et les organismes communautaires, comme on a dit. Ça contribue à la notoriété du collège, donc ça fait qu'on peut participer à des webinaires comme aujourd'hui et se faire connaître, et c'est quelque chose de très positif. Puis je vous montre à droite un des projets vedettes qu'on a publié, où est-ce qu'on démontre que les étudiants de la Cité se perfectionnent en intelligence artificielle. Donc, on parlait de développement de compétences, de notoriété. C'est bon pour démontrer que le collège est à l'avant-garde et développe des technologies de pointe et évidemment augmenter des sources de revenus externes parce que les programmes de recherche sont financés par le gouvernement fédéral. Ça nous permet de rénover nos installations, d'acquérir des nouveaux équipements, d'embaucher du personnel pour mener ces projets-là. Alors, c'est quelque chose qui ne serait pas nécessairement possible autrement. Donc, juste un peu, pour revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, les types de recherche qui se font au collège, davantage appliqués. Donc, les collèges n'ont pas un mandat de recherche fondamentale. Ils sont vraiment vus comme des acteurs d'innovation orientés vers l'application pour aider les entreprises et les organismes à innover. Il y a aussi la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage, évidemment, c'est notre mandat premier. Alors, on veut améliorer les pratiques pédagogiques. Puis, ce qui distingue la recherche au collégial, c'est beaucoup en partenariat. Donc, les collèges créent des partenariats avec les entreprises privées, les organismes communautaires, d'autres collèges, des universités. Donc, c'est vraiment de la recherche collaborative. Un mot sur la gouvernance.
Donc, pour les personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui développent une capacité en recherche, il y a beaucoup de questions à se poser. Parce qu'il y a il y a un ensemble d'exigences qui visent à assurer la coordination des activités, donc au niveau de l'administration, les politiques. Donc, on doit développer des politiques de propriété intellectuelle, de conduite responsable, d'éthique de la recherche, conflit d'intérêts. On doit aussi se demander quelle sera la participation du personnel, dans le cas des collèges, évidemment, des professeurs, et qui sera en charge de la gestion des subventions. Donc, c'est tous des mécanismes à mettre en place quand on développe des programmes de recherche. Et finalement, les retombées de la recherche dans les collèges, il y en a plusieurs, puis je pourrais vous en parler longtemps. Mais donc, réseautage, développement des compétences, intégration de la recherche dans les programmes, contribution des étudiants à l'innovation, rétroaction des partenaires. Donc, c'est toujours très encourageant quand les partenaires nous partagent leur appréciation du soutien qu'on leur apporte et c'est très positif tout ça. Maintenant, on arrive à la partie où est-ce qu'on veut vous partager des ressources qui pourront possiblement vous être utiles. Donc, premièrement, j'ai participé dans la dernière année à un projet de développement de 2 outils. Je vous partage les liens. À gauche, c'est un guide sur la conduite responsable et éthique de la recherche au collégial. Cependant, les principes sont universels, s'appliquent aux universités, s'appliquent à n'importe quel contexte de recherche. Et à droite, c'est un didacticiel, c'est une formation qui dure environ 1h30 que nous, on demande à tous nos chercheurs, tous nos étudiants de suivre cette formation-là. Et on présente plus en détail la conduite responsable, au niveau de l'intégrité en recherche, les responsabilités des chercheurs, parce que en tant qu'établissement, on a une responsabilité de former notre monde sur leur rôle et responsabilités. Donc, on explique un peu plus les conflits d'intérêts, ces choses-là. Et c'est l'outil qui est disponible dans les 2 langues officielles au Canada. Je tiens à mentionner que ce projet-là a été réalisé en collaboration avec les collègues de l'Association de la recherche au collégial qui sont au Québec, à Montréal, et qui a été subventionné par les 3 organismes fédéraux canadiens de financement de la recherche. Donc, je vous invite à les consulter, puis à me donner vos commentaires pour savoir si ça vous est utile, ces outils-là. Prochaine diapo? Oui, c'est ne plaît pas embarqué, je suis désolée. Donc, aussi, on a fait un projet pilote. Enfin, on a piloté un projet, la Collège de la Cité, mené en collaboration avec le CNFS, qui est le Consortium national de la formation en santé, qui regroupe 16 collèges et universités de la francophonie canadienne, ainsi que 3 partenaires régionaux. Donc, le CNFS, leur action vise à améliorer l'accès aux services sociaux de santé et de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, notamment en augmentant l'offre de programmes de formation en santé. Donc, voulant favoriser la démarche de recherche dans les collèges, Nathalie et moi avons développé une série de webinaires de 1 heure sur les thématiques suivantes. Donc, le premier était concernant la recherche appliquée. Donc, on a intitulé la recherche appliquée 101. Donc, le second était sur les conduites responsables de la recherche éthique de la recherche avec les êtres humains. Le troisième débutait une série de 3, là, le 3 et 4, qui était une suite, donc qui débutait avec l'initiation de la recherche en santé et en sciences sociales, développement d'une méthode de recherche et des principales méthodes de collecte de données et d'un plan de recherche. Donc, même à la suite de ces webinaires-là, on les a rendus disponibles sur le site web qui est indiqué sur la setup et ça l'a même mené à un groupe de recherche là, formé de différents membres du personnel des différentes institutions membres du CNFS pour aider à accroître leurs connaissances en recherche et les aider à développer des capacités de recherche dans les collèges. Donc, ça, aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté, Nathalie et moi, c'est vraiment un bref aperçu de ce qui pourrait être fait dans ces webinaires-là. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, si vous êtes intéressé, on vous a laissé nos coordonnées à la fin, mais n'hésitez pas à nous contacter. Et on ne peut tard non plus que ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière de Santé Canada.
Donc, on arrive déjà à la fin de notre webinaire. On aura l'occasion de pouvoir s'entretenir avec une paire de questions, mais on voulait juste vous laisser avec deux citations par rapport le rôle des collèges en innovation. Donc, premièrement, de Roger Fisher, qui croit vraiment que la prospérité au Canada va dépendre de notre capacité à innover. Les collèges peuvent contribuer en envoyant leurs approches sans changer leur mission. Puis, notamment dans la dernière année, les collèges ont répondu à l'appel par rapport à la situation avec le COVID. Plusieurs ont initié des projets de recherche dans ce domaine-là. Nous, à la Cité, on en a eu 3. Et ça démontre que les collèges sont prêts à collaborer, sont prêts à soutenir l'innovation et les problématiques de la société. Et l'autre, c'est Denise Amiot, qui est présidente de Collège Institut Canada, qui aussi est un organisme, une association au Canada qui développe, qui soutient le développement de la recherche et du rôle des collèges. Donc, on est très fiers aujourd'hui d'avoir pu vous partager le travail qu'on fait à cet égard. La prochaine diapo vous présente les références et en fait, d'abord nos coordonnées. Comme Karine disait, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis à la fin, on a les références. J'ai vu que quelqu'un cherchait les définitions là, en espérant que les références vont pouvoir vous aider à ce sujet. Donc, c'est tout pour la présentation. Je vous remercie. Donc, je vais arrêter le partage à l'instant. Merci beaucoup, Karine et Karine Sauvé et Nathalie Méthode pour cette initiation à la recherche appliquée, à ses principaux concepts. Alors, ce qu'on retient, c'est que ne s'improvise pas chercheur qui le veut. La recherche peut être utile pour faire du journalisme, mais un article journalistique n'est pas nécessairement un travail de recherche. C'est ce que je peux comprendre de vos précisions. On comprend aussi que la recherche joue dorénavant un rôle clé dans les collèges parce que dans une société du savoir, eh bien, on a besoin des connaissances pour faire avancer nos sociétés. Dans une économie du savoir, on a aussi besoin des connaissances pour faire avancer notre développement économique. De ce que je vous avais dit, je retiens aussi que l'innovation dont vous parlez vise à résoudre un problème et elle est orientée vers le terrain. On cherche à résoudre des problèmes pratiques. On n'est pas dans une démarche ici de théorisation sur l'innovation sociale, d'avancement des connaissances scientifiques, sauf qu'en même temps, à partir de l'innovation, on peut aussi faire avancer la réflexion. Mais dans votre cas, on est vraiment dans une démarche ici plus partenariale, où on travaille en collaboration avec des partenaires de différents secteurs pour essayer de développer des produits, développer des services qui, eux, vont pouvoir après se répercuter sur l'ensemble de la société. J'ai quelques questions pour vous, dont plusieurs qui viennent de la boîte de discussion. Et une question en particulier qui nous a été posée par M. Alain Ngoumem. Alain Ngoumem, en tout cas, excusez-moi si je massacre votre nom, parce que je vois seulement les 3 premières lettres de votre nom. Quelles sont les retombées financières des recherches appliquées? Vous avez parlé de plusieurs retombées, des dimensions très constructives, très favorables, mais sur le plan financier, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Oui, bien, la recherche appliquée de type technologique peut avoir des impacts, des répercussions financières, notamment auprès des entreprises privées. Puis la position des collèges, puis j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est de transférer la propriété intellectuelle développée dans le cadre des projets aux entreprises. Donc, par exemple, l'entreprise privée se présente avec un problème à résoudre et nous, comme par exemple les produits que j'ai montrés tantôt, le mélange de farine, la crème, le drone, c'est l'entreprise privée qui va commercialiser ces produits-là et qui va permettre de faire croître l'entreprise. Alors, c'est de cette façon-là que la recherche appliquée technologique aide le développement économique. C'est en renforçant la capacité des entreprises à innover, de présenter des produits sur le marché qui compétitionnent avec les autres, d'apporter des innovations. Fait que c'est à ce niveau-là que la recherche appliquée technologique a des répercussions financières.
Au niveau de l'innovation sociale, je vais laisser la parole à Karine. Le défi est plus grand. Ne veut pas de nouveaux financiers en innovation sociale. Le financement, ça fait plus rare. On va s'attendre davantage dans les collèges à un soutien dit plus technologique, hein, le soutien aux entreprises, développement de processus concrets. Et c'est plus facile peut-être de voir justement les impacts et les retombées, notamment financières. Toutefois, les impacts au niveau de la société ne sont pas pour moins importants, sont d'autant plus pertinentes de développer des projets qui vont venir soutenir la communauté. Et même si pour le gouvernement, c'est moins quantifiable, donc au final moins mesurable, la démarche qui est entreprise en innovation sociale est drôlement importante pour venir soutenir la communauté dans ces différents enjeux dans lesquels ils peuvent vivre. Et ça pourrait avoir une démarche qui a une plus-value à mettre de l'avant dans l'avenir, puisque ça vient donner vraiment la parole aux gens avec qui on collabore. On vient donner la chance aux gens qui vivent des situations difficiles, de minorités, par exemple, dans un contexte donné, à venir s'outiller, se réseauter pour développer leurs capacités à eux-mêmes. Donc, moi, j'y crois aussi à cette démarche-là, même si elle est financièrement moins évaluable. On pourra faire une relance par rapport à ce que vous venez de dire, pour que vous puissiez nous donner des exemples concrets d'extra de la recherche collégiale. Vous avez parlé des 3 produits tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des projets en ce moment en cours à la Cité dont vous pourriez nous parler? Ah, absolument. C'est sûr que ça dépend toujours, c'est spécifique aux entreprises qui se présentent à nous, mais en ce moment, ce qui est très fort au Canada, c'est la recherche appliquée sur le cannabis. Donc, dans le cadre de notre recherche en bioinnovation, on travaille avec beaucoup d'entreprises privées qui visent l'amélioration de méthodes de culture du cannabis ou le développement de plantes avec des propriétés particulières. Donc, les extrants, ce serait justement d'outiller ces entreprises-là à développer leur offre de services puis offrir des produits adaptés à ce que les consommateurs recherchent. Ça, c'est un exemple. On travaille aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport à la mobilité. Donc, d'aider les véhicules autonomes à faire la distinction entre un piéton, un cycliste. Et donc, l'extrant, c'est l'entreprise qui va être en mesure de mettre sur le marché un ordinateur qui va analyser les images puis qui va faire la distinction. Donc, c'est toujours, dans le cadre de la recherche appliquée technologique, c'est toujours l'entreprise privée qui va avoir une amélioration dans ses mains, une propriété intellectuelle qui va lui permettre justement de commercialiser des produits améliorés. Est-ce que l'entreprise privée amène un financement ou bien si vous faites ça à titre bénévole? Oui, c'est un bon point. Les entreprises privées doivent contribuer financièrement au projet, mais c'est là que l'aide du gouvernement fédéral est très importante. Présentement, il y a plusieurs leviers de financement qui sont disponibles pour les collèges qui leur permettent de s'associer aux entreprises. Donc, le fédéral fournit une partie du financement, l'entreprise fournit une partie du financement. Puis c'est comme ça qu'on réussit à créer nos équipes de recherche et soutenir les entreprises et justement être capable de leur livrer un prototype qu'ils vont pouvoir conserver. D'accord. Est-ce que, une autre question d'Alain Nguyen, est-ce que il y a un lien entre votre recherche partenariale et ce qu'on a appelé à une époque la recherche-action? Bien là, j'étais obligée de googler la définition de recherche-action. Je pense qu'il y a un lien. Je pense que les visées de la recherche en innovation sociale, c'est que ça soit transformateur dans les milieux. Mais est-ce que c'est en parallèle? Je ne sais pas. Donc, parce que la recherche-action, la définition que j'ai trouvée, c'est on développe des connaissances, mais en même temps, on mène des actions sur le terrain en parallèle qui sont transformatrices. La façon que nous, on le vit, il y a un petit peu un décalage, là. C'est qu'on doit faire notre partie recherche, développement de connaissances, puis ensuite, on va amener quelque chose sur le terrain. Cela dit, on veut faire notre recherche en collaboration avec les milieux de pratique. Alors, à ce moment-là, on s'assure que ce qu'on développe est adapté. Donc, je ne sais pas si ça rejoint la définition.
Mm. Moi, je vais relancer Karine pour lui demander, parce qu'on dirait que c'est plus facile de parler des innovations sociales en recherche appliquée technologique. Mais en innovation sociale, quels sont les principaux défis que vous avez, auxquels vous faites face quand vous faites de la recherche appliquée? Tout à fait, c'est le financement qui est un gros défi parce que justement, comme on vient de mentionner là, il y a quelques minutes, c'était de trouver des bailleurs de fonds qui viennent appuyer l'importance. Puis comme c'est moins mesurable, chiffrable, bien, pour certaines personnes, ça peut être vu comme étant moins gagnant à long terme. Toutefois, quand on sait qu'on aide une communauté, qu'on aide un groupe d'individus, par exemple des gens vivant avec une déficience intellectuelle qui ont des difficultés de trouver un emploi, mais si on peut permettre l'insertion sociale, de trouver un emploi et de travailler, par exemple, en collaboration avec des entrepreneurs, avec des entreprises locales qui viennent nous soutenir, mais on vient travailler aussi en co-construction sur leurs besoins et on vient, par exemple, les appuyer dans la formation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Et au final, les entreprises vont y gagner aussi en chiffre d'affaires, d'avoir des employés rentables. Nous, comme société, on va y gagner d'avoir des gens qui sont prêts à aller sur le marché du travail et comme société, d'avoir des gens autonomes aussi pour travailler. Donc, c'est sûr que c'est toujours de façon indirecte. Si on aide, par exemple, à développer un soutien dans les services de garde pour la petite enfance, bien, c'est un gain indirect à l'économie, mais c'est un gain directement dans notre société. Merci. Ici, on a un commentaire d'Alain toujours qui dit que finalement, il y a un certain décalage entre la recherche-action et peut-être la recherche appliquée, que la recherche-action est peut-être plus communautaire que la recherche appliquée qui, elle, vise les entreprises. C'est une distinction intéressante qui est proposée. Moi, j'aimerais vous poser quelques questions sur la conduite en recherche. Au Canada, c'est très important d'avoir des comités d'éthique en recherche, d'avoir une recherche qui est dite, qui est intègre, qui suit des protocoles bien précis. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la conduite responsable en recherche, surtout dans votre établissement? Oui, en fait, au Canada, tous les établissements qui détiennent ou qui désirent détenir des fonds fédéraux doivent signer une entente. Une entente qui dit qu'on va respecter les principes de conduite responsable en recherche et les principes d'éthique à la recherche avec les êtres humains et tout autre principe de recherche qui s'applique à des types de recherche si on travaille avec des animaux, avec des agents biologiques, des substances contrôlées. Et de là découlent deux publications qui sont vraiment, ou deux bibles, si on peut dire, le cadre de référence des organismes. Puis je l'ai je l'ai ici, je peux vous le montrer. Donc, puis c'est le webinaire 2 dont Karine faisait part tout à l'heure. Donc, on explique ça en long puis en large. Donc, au Canada, il existe un cadre de référence des trois organismes. Les trois organismes, c'est trois bailleurs de fonds fédéraux qui soutiennent la recherche pour la conduite responsable. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrité en recherche. Donc, c'est la rigueur, c'est d'être honnête, c'est la façon qu'on diffuse les résultats, c'est le droit d'auteur, c'est d'éviter les conflits d'intérêts. C'est tous des principes de base qui font que la recherche est de qualité. L'impact de la recherche contribue vraiment à la société lorsqu'on respecte ces principes-là, puis que le public a confiance aux chercheurs. Puis aussi, il y a la gestion des fonds de recherche. Donc, de quelle façon les fonds sont gérés? Est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? Est-ce que c'est en lien avec le projet, etc. Donc, tout ça, c'est englobé par la conduite responsable en recherche. Et l'éthique de la recherche s'applique lorsqu'on recrute des participants humains pour mener des recherches, que ce soit des participants vivants ou décédés, que ce soit des données qui leur sont les données des personnes ou leur matériel biologique. Dans toutes ces instances-là, on doit obtenir une approbation éthique. C'est-à-dire, on doit soumettre à un comité qui est un comité qui est plus ça réfère à la deuxième publication qui est l'énoncé de politique des trois conseils. Cette publication-là de 240 pages décrit en long et en large quels sont les principes à respecter en éthique de la recherche avec les êtres humains, c'est-à-dire principes de respect, dignité humaine et justice. Et dans tous les cas, il faut demander le consentement.
Alors, il faut avoir l'approbation éthique du comité, présenter le projet, la façon qu'on va recruter les gens, la pertinence du projet. Et là, le comité va déterminer si le projet est acceptable au niveau des règles éthiques et si c'est vraiment justifié de recruter des participants humains pour cette collecte de données-là. Alors, c'est en quelques mots les principes de base, mais le webinaire 2 vous les présente. Et si jamais vous avez d'autres questions, bien, n'hésitez pas. Merci. Moi, ce que j'aimerais que vous nous rappeliez, c'est comment est-ce qu'on démarre un programme en recherche appliquée. Pour la recherche technologique, vous faites des démarches auprès des entrepreneurs ou bien c'est les entrepreneurs qui viennent vers vous? Comment ça se passe en recherche technologique tant qu'en recherche sociale? Karine, veux-tu commencer l'innovation sociale, puis je fais la partie technologique après? Ça me va. L'innovation sociale, bien sûr qu'on doit avoir des fonds, donc on doit faire il y a différents organismes qui peuvent présenter des concours auxquels on doit postuler. Donc, c'est sûr qu'avec des fois, on a plusieurs idées, on a plusieurs projets qui nous mènent et sans fonds, ça va être difficile. Donc, c'est pour s'assurer d'avoir une équipe de recherche d'abord, d'avoir un plan de recherche qui nous est favorable dans le but de l'intention de ce qu'on cherche à connaître davantage ou à aller exploiter. Et par la suite, on va être capable d'aller faire des demandes de financement auprès d'organismes subventionnaires, par exemple, et qui pourraient nous permettre par la suite de dégager les fonds nécessaires pour embaucher du personnel de recherche, mettre en place le protocole comme tel et par la suite même de diffuser. Donc, c'est sûr que nous, on est vraiment plus à la merci des organismes subventionnaires ou encore des gestionnaires d'établissements qui pourraient dégager du personnel et des fonds à même leur propre budget pour permettre justement d'accroître les connaissances au niveau de l'innovation sociale. En technologie, c'est peut-être un peu différent. Bien, puis ça, on pourra en parler pendant longtemps. Comment on démarre un programme de recherche? Il faut qu'on identifie nos champions. Comme Karine a dit, ça prend des gens. Ça prend des gens qui ont des expertises puis qui vont faire valoir ces expertises-là auprès de la communauté. Mais ces gens-là ont besoin de temps. Puis là, c'est lié avec le financement dont Karine parlait. Il faut identifier les partenaires. Il y a plein de choses à faire, puis c'est pas quelque chose qui se fait en une demi-journée. Donc, c'est le développement d'une capacité de recherche, ça s'échelonne sur des années. Puis il faut vraiment voir les petites améliorations là, qui s'ajoutent au fil des années qui sont comme incrémentales. Nous, à la Cité, ça fait 12 ans qu'on a commencé. On a un groupe de recherche d'environ une quinzaine de personnes, plus des professeurs, des étudiants, puis des gens à temps partiel. Au départ, c'était d'identifier nos niches, quelles sont nos priorités. Et les 4 qu'on a mentionnés au début ben, sont le fruit d'une analyse de marché de notre environnement. Quels sont les partenaires intéressés à collaborer? Quelles sont nos expertises à l'interne qu'on pourrait mettre à profit? Et le financement. Donc, le financement est une grosse partie. Celui-ci nous permet d'embaucher des gens, structurer des programmes, démarrer des projets, financer des projets. Et donc, c'est ça. Puis, ben, il faut que les partenaires aient des questions-réponses, des défis techniques. Alors, c'est plein de choses que ça prend. Il faut commencer une étape à la fois. Et ce que nous, on a fait qui a bien fonctionné, c'est de commencer petit, puis on rajoute, on croit là-dessus. Alors, si je peux me c'est ce que je pourrais dire en quelques mots. Je peux me permettre d'ajouter, pour moi, c'est évident aussi, puis je me Nathalie, qu'il faut que les autres instances des institutions y croient. Il faut que les gens puissent croire aux bénéfices à long terme, pas juste à court terme. Il faut investir, dégager, engager, mais pour ça, il faut que nos gestionnaires puissent y croire et que les gens au cœur même de ces équipes-là croient à leurs projets plus qu'autre chose, puisque c'est eux qui vont les porter, ces projets-là, qui vont être capables de démontrer, quand on est convaincu, on est convaincant. Donc, c'est ça qui va faire que par la suite, bien, les partenariats vont bien se développer, on va avoir des collaborations qui vont être gagnantes de part et d'autre et qu'on va faire rayonner autant un département qu'une institution, qu'une région même. Donc, ça vaut la peine de persévérer à travers les défis.
Je voulais vous demander aussi, quand vous constituez des équipes de recherche, parce que là, vous dites que ça prend des gens, mais pour faire ce type de recherche, ça prend des gens avec des formations. Donc, la règle générale, vous avez tous des équipes de recherche constituées de gens qui ont des doctorats ou des maîtrises ou qui ont une expérience de terrain. Alors, qu'est-ce que vous mobilisez comme type de compétences et aussi, est-ce que les étudiants sont intégrés à vos projets? Bon, pour répondre à la question des formations académiques, tout dépendamment du domaine de recherche. Donc, par exemple, si on avait un centre de recherche en développement alimentaire, innovation alimentaire, ben, on n'aurait pas quelqu'un qui a un doctorat en pâtisserie, là, ça n'existe pas dans le milieu, là. Alors, il y a certaines disciplines qui sont plus de type académique, oui. L'innovation sociale, habituellement, des gens ont des doctorats, des maîtrises. Parce que c'est des disciplines qui sont bon, en sciences sociales, humaines, tout ça. Mais comme je disais, en alimentation, ou si on avait un centre de recherche qui est plus en pêcherie ou en transformation du bois, c'est pas toujours des gens qui ont des doctorats parce qu'on veut des gens qui ont des expertises du milieu puis qui vont comprendre les problématiques des entreprises privées. Donc, ça répond à la question. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une formation de maîtrise ou doctorat. Donc, on cherche des expertises pour commencer. Les étudiants sont impliqués définitivement dans tous nos projets de recherche. C'est d'ailleurs un des objectifs de les initier à la recherche, mais aussi de les initier à résoudre des problèmes de la société. Autrement dit, appliquer les connaissances, leurs compétences pour le milieu dans lequel ils se dirigent. Donc, c'est parfois un défi, mais c'est toujours positif d'avoir des étudiants avec nous dans les projets. Et pour ce qui est de la formation, c'est un peu dans ce sens-là aussi que les webinaires ont été créés et qu'on a poursuivi avec un groupe de recherche pour venir aider, appuyer, à développer des connaissances sur le processus de recherche pour permettre que les gens puissent oser s'initier, oser embarquer parce qu'on a besoin d'expertise des gens, qu'ils soient quelqu'un qui travaille en entreprise ou en usine, bien, c'est la même chose au niveau social. On a besoin des gens qui travaillent directement, par exemple, avec les familles, directement avec la communauté. Ils ont leur regard, ils ont leur expertise qui est fort pertinente au développement des connaissances et on peut les mettre comme collaborateurs parce qu'on a besoin de leur regard, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'eux, ils vivent pour justement être au bon diapason, de développer les connaissances en fonction de ce qui est réellement vécu et qui pourra aussi mettre en lumière leur travail aussi pour venir les valoriser également. Donc, la collaboration de différentes personnes va être gagnante et c'est là qu'on va parler vraiment de partenariat, de co-construction d'un projet de recherche. Est-ce que vous pouvez me dire si dans vos expériences, il y a une contribution importante que vous faites à l'employabilité des étudiants? Est-ce que ça aide les étudiants à se trouver des emplois? C'est une bonne question. Oui, on a plusieurs exemples d'étudiants qui ont été embauchés par l'entreprise partenaire avec qui ils ont travaillé. Puis d'ailleurs, c'est un projet sur lequel on travaille en ce moment pour mieux suivre le parcours des étudiants au niveau du développement de compétences puis les impacts de leur participation au projet de recherche. Fait que c'est quelque chose qui nous intéresse, mais qu'on n'a pas nécessairement de données en ce moment. Mais oui, en effet, ça les aide à développer des compétences qui sont vraiment spécifiques au marché du travail, des compétences avancées, puis c'est ça, ça les aide à trouver des emplois dans leur domaine. Dernière question, de quoi vous êtes le plus fier dans votre démarche de développement de la recherche appliquée dans votre milieu? Karine, je te laisse commencer. Bien, certainement de pouvoir donner une voix à des gens qui se dévouent corps et âme dans leur métier, qui se permettent d'aller au-delà de ce qui est demandé pour le bien de la formation académique, pour le bien d'une communauté, pour le bien de quelconque personne avec eux côtoient et qui vont se dévouer. Donc, de permettre d'être cette voix-là et de mettre de l'avant, de mettre en lumière ce qui est fait dans l'ombre, pour moi, c'est une grande fierté et de pouvoir faire en sorte que demain matin ou dans les prochains temps, les gens vont être valorisés et que le soutien social sera là, pour moi, être une grande source de valorisation et d'inspiration. Moi, ça va être le mot rayonnement au sens très large.
Donc, autant le collège, les professeurs, les employés, le membre du personnel, les étudiants, c'est de voir que grâce à tout ça, chaque personne a évolué, ou les programmes académiques ont évolué, le collège a évolué, les étudiants sont rendus plus loin qu'ils le seraient s'il n'y avait pas eu ça. Donc, je vois que ça nous a aidés à devenir meilleurs, puis c'est ça qui me vient à l'esprit, le rayonnement. En fait, ce n'était pas la dernière question parce qu'on a une autre question qui vient d'arriver de Mme Caroline Vézina. Comment est-ce que les priorités de recherche sont développées au sein de votre établissement? Oui, ça, c'est un travail qui n'est pas simple, qui demande deux choses. Donc, avec les acteurs de la communauté, oui, les entreprises, tout à fait. Fait qu'il faut comprendre le milieu dans lequel on évolue, puis il faut trouver le lien avec les expertises qu'on a. Donc, par exemple, si je suis dans le Grand Nord, peut-être que ce serait pertinent que je développe des techniques de culture pour la population locale. Qu'est-ce que ma communauté a besoin pour se développer? Puis, alors, c'est vraiment important de faire une analyse. Chaque ville, chaque village a un environnement. C'est que si on est près de l'océan, nécessairement, on a un lien à faire avec ça. Si on est en campagne et il y a du vent, ben, peut-être qu'on devrait se lancer dans les éoliennes. Si on est dans une ville où est-ce qu'il y a beaucoup de textiles, ben, peut-être qu'on pourrait avoir un soutien à ce niveau-là. Fait qu'il faut vraiment regarder notre environnement puis les compétences qu'on détient à la base. Parce que, par exemple, au Collège de la Cité, on ne fait pas d'aéronautique aérospatiale. Si vous me disiez qu'il faudrait que je démarre un programme là-dedans, on part de rien, on a zéro compétence. C'est peut-être pas la meilleure chose. Il faut partir avec quelque chose, un petit noyau, quelques individus, une expertise, un programme académique, ça prend quelque chose. Puis là, bien, on vient bonifier. Puis les deux se développent. Donc, la partie, si on veut, recherche appliquée se développe et la partie entreprise se développe. J'ai plein d'exemples où je pourrais vous démontrer comment une entreprise en démarrage est venue joindre le collège, puis ensemble, on a progressé dans un domaine particulier parce que l'un a enrichi l'autre. Puis ça arrive encore. Donc, c'est ça qui est gratifiant. Écoutez, les questions arrivent alors qu'on était rendu à la fin, mais je ne veux pas les laisser passer. J'ai une question ici. C'est, par exemple, je suis un entrepreneur africain, Taya Yassine. J'ai des innovations technologiques à impact social en tête. Est-il possible d'envisager une future collaboration? Alors, je suppose que la personne n'a qu'à vous contacter. Et une question plus générale, comment promouvoir la recherche dans les pays en développement? Est-ce que vous avez, vous, à la Cité collégiale, des collaborations internationales? On n'en a pas en ce moment. Je sais qu'il y a d'autres collèges qui en ont. C'est quelque chose qui pourrait nous intéresser définitivement. Mais comme vous savez, le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. Donc, pour le moment, on est sous un parapluie de subventions qui vise le développement économique au Canada. Ce financement-là ne permettrait pas de collaborer avec une entreprise ailleurs qu'au Canada. Mais on n'est pas fermé. Puis, possiblement que nos programmes vont évoluer. Alors, on peut toujours commencer par se parler puis voir qu'est-ce qui est possible de faire, puis élargir nos horizons par rapport au programme de financement. Envisager des programmes qu'on n'utilise pas en ce moment, qui seraient peut-être des leviers intéressants. Fait que comment promouvoir la recherche dans les pays en développement, c'est une très bonne question. Une autre, mais sans souci. Oui. Il y en a une autre de Samia Garbi qui nous demande si vous collaborez avec des clusters. Au Canada, des clusters, ce sont des grappes. C'est-à-dire des groupements d'entreprises ayant un intérêt commun et se trouvant dans un territoire bien déterminé. Donc, un regroupement d'entreprises. Est-ce que vous travaillez avec des grappes? On travaille, en fait, au Canada, il y a les super grappes qui sont des immenses regroupements d'entreprises et multinationales. Ça me permet de préciser que les collèges jouent plus au niveau des petites et moyennes entreprises et encore plus souvent des micro-entreprises. Donc, la différence, ce qui nous distingue, nous, c'est qu'on
on ne va pas retourner un partenaire en disant, ben, vous avez un projet trop petit, vous avez juste 3 employés, ça ne nous intéresse pas, nous, on veut des grosses collaborations. Alors, on travaille souvent avec des petites entreprises, mais évidemment, l'idée des grappes, c'est super intéressant. C'est pas énormément développé à notre niveau, mais je sais qu'il y a des initiatives qui sont en train de voir le jour où plusieurs collèges s'associent avec des universités dans un secteur d'activité donnée. C'est quelque chose qui est en branle en ce moment, qui n'est pas très développé, mais qui est tout à fait pertinent. Alors, c'est une bonne suggestion. On va la retenir. Pour terminer, est-ce que la pandémie a bouleversé votre programme de recherche? Bouleversé, je ne pourrais pas dire bouleversé. Nous, on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler sur le campus. Ceux qui travaillent dans les laboratoires et qui ont à se présenter physiquement au collège ont pu le faire tout au long du confinement, à raison de 2-3 jours par semaine avec certaines règles de distanciation bien définies, évidemment. Le plus gros bouleversement, je dirais, c'est que, j'en ai mentionné tout à l'heure, je pense que c'est au mois de mars. Le gouvernement fédéral canadien a été très, très rapide. Il a lancé des programmes de financement pour des projets COVID au mois d'avril. Alors, il a fallu nous, on a décidé de travailler sur désinfectant pour les mains, un masque, développement d'un masque à base d'une nanocellulose bactérienne et détection des antigènes au COVID. Alors, il faut comprendre qu'on n'avait pas de connaissances sur le domaine. On ne connaissait pas les liquides désinfectants. On ne savait pas comment développer un masque, les principes de filtration et tout. Alors, si on peut dire qu'on a eu un petit bouleversement, ça a été de rapidement, d'abord, déposer des demandes de subventions, donc élaborer des projets sur des domaines qu'on ne connaissait pas. On a reçu les fonds. On avait déposé 4 demandes, je pense qu'on en a reçu 3. Puis là, de livrer ces projets-là. Fait que je ne peux pas dire que c'est un bouleversement, mais ça a été quand même un défi assez important. Donc, c'est ça que je pourrais dire. Évidemment, comme tout le monde, travaille à distance. On a hâte de revoir nos collègues. Bon, les informations continuent. Ceux qui veulent vous contacter ou qui veulent développer des collaborations avec vous, en fait, j'invite tout le monde à vous écrire aux adresses que vous avez mentionnées tout à l'heure. La présentation est enregistrée et va être affichée dans notre site Internet. Elle est aussi en diffusion live sur Facebook. Moi, il me reste tout d'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement de votre participation aujourd'hui. J'aimerais aussi inviter le public à nos prochaines activités. Nous avons au mois d'avril 3 activités. Le 9 avril, nous avons une journée d'études sur la transdisciplinarité avec le groupe l'IRES de l'Université de Montréal en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le 15 avril, nous avons un échange d'expertise sur le thème de la mobilité étudiante dans les Amériques avec 2 intervenants de l'Amérique du Nord, Université d'Ottawa, Université Laval, et 2 intervenants de l'Amérique du Sud. Et le 22 avril, nous avons aussi une présentation sur des données de recherche sur la COVID. L'AUF, en pleine pandémie, a lancé un grand programme de financement de la recherche sur la COVID. Et puis, en Amérique latine, nous avons eu 8 projets financés de recherche appliquée, en fait, pour lutter contre la pandémie. Et donc, au 22 avril, nous allons présenter les résultats d'un de nos premiers projets de recherche. Alors, ça, c'est notre programme d'activité pour le mois d'avril. On vous invite, on vous convie à continuer de suivre nos webinaires. C'est un cycle qui se veut tout à fait intéressant. Comme vous pouvez voir, on essaie de mettre en valeur la recherche qui se fait sur notre territoire. Très bientôt, le présent webinaire va être affiché dans notre site Internet et on espère que vous serez nombreux à contacter Karine et Nathalie pour des suivis, pour des activités, pour poursuivre cet échange et ce dialogue sur la recherche appliquée
en innovation sociale, mais aussi en innovation technologique. Alors, merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de notre webinaire et on se retrouve possiblement le 9 avril prochain à notre webinaire sur la transdisciplinarité. Alors, merci beaucoup. Au revoir à vous tous. Bonne journée à tous. Au revoir.